Donc le thème c'est l'église de Fermanville, depuis les origines jusqu'au bâtiment actuel. Quand je dis bâtiment actuel, c'est pas dire l'histoire de l'église au XXe siècle. Je vais m'arrêter grosso modo à l'époque de Louis-Philippe, à peu près. D'abord, au niveau biographie, une des bases, c'est le Drouet, il y a quelques éléments. On connaît le Drouet. Il est dans le désordre. Alors ça, c'est une compilation, qu'on trouve ici également, des articles qui étaient parus dans le bulletin paroissial de Fermanville avant la Première Guerre mondiale. Il y avait un bulletin mensuel, malheureusement il manque quelques éléments. Ça, alors je parle aussi des bouillés. Les bouillés, c'est les inventaires des biens des églises, 1, 2 à 2. Celui-là, c'est celui de 1320-25, et ça, c'est le plus ancien, le Politicum de C6 Constantinis de 278. Une modeste publication que j'avais faite il y a une trentaine d'années sur Fermanville pendant la Révolution, également ici. Pour la période 1750-1820, une publication de la SHAM sur les églises de la Manche, là c'est le tome 1. Donc voilà, alors ensuite, nous des sources, donc on a les pouillés, oui, donc sur les inventaires des biens des églises du diocèse. Il y en a 4 qui existent, donc il y a le premier, donc 1278, celui de 1320-1325, un de 1361, et le dernier, 1380. Dans la série 301J des archives départementales, le versement des archives du diocèse, on a les visites archidiaconales qui permettent d'avoir le relevé de ce que l'archidiacre voyait dans les églises. Alors, pour le Cotentin, la plus ancienne c'est 1679 et la plus récente 1761. Les registres de collation et d'insinuation, c'est les nominations des curés. Et là, le plus bien conservé date de 1487. Les archives paroissiales, alors pour Fermanville, on a dans la série 302J, on a les registres des trésoriers lacunaires. Il y a une septuannée dans les années 1335-1345 et d'autres après vers 1784-85. Alors, registre trésorier avec toutes les dépenses, les recettes. Un dossier sur le cimetière, donc on va parler après lors de l'agrandissement des cimetières qui a eu lieu au XIXe siècle. Et pour le XIXe toujours, les registres de libération de la fabrique. La fabrique, c'est l'organisme qui gère la paroisse. Également des documents sur les constructions des deux chapelles. Ensuite, les archives notariales. Qui pour notre secteur le plus ancien archive notariale, c'est fin du XVIe. Alors ce n'est pas des registres religieux, mais au fil des actes qui sont dedans, on peut parler On a la chance d'avoir l'inventaire du châtrier de Fermanville. Le châtrier en tant que tel a été détruit ou perdu entre la Révolution et puis la fin du XIXe. Surtout pas détruit entièrement la Révolution parce que Louis Drouet cite des documents venant des châtriers, donc il a tout été perdu après. Et au niveau des cartes, on a la carte des ingénieurs géographes qui date d'environ 1780. L'inventaire imprimé des anciennes archives de la Manche, archives détruites en 1944, on a un acte qui concerne Fermanville. Concernant des noms de curés, outre les archives de la série 301J, il y a des mentions dans d'autres documents, comme le notariat, comme le château de Bélanville, dans lequel on a aussi un renseignement, le plan cadastral napoléonien, qui est très utile, les archives du district de Cherbourg pour la période de la Révolution, et des ouvrages comme celui-ci, donc pour la période fin 18, début 19, et pour le début 19e, la même chose par Charles de Jarville.
Et également le cartulaire de Montebourg, donc l'abbaye de Montebourg, bien sûr l'original n'existe plus, mais on a une copie assez ancienne, avec des actes qui remontent jusqu'au fin XIIe. Et enfin, il y avait au presbytère un cahier tenu par un ancien curé de Fernandville, M. Louet, qui était curé à la fin du XIXe, et j'ai eu l'occasion de le voir, une note dessus, du temps où André Lefebvre était curé ici. Donc voilà pour les sources. Concernant la création de l'église, il y a toujours eu une église à Fernandville, donc la mention financière c'est 1278, mais rien ne prouve qu'elle était ici. Ça c'est autre chose. Une église, oui, sans doute anciennement. Étant donné que la titulature c'est Saint-Martin, c'est une titulature qui a un marqueur assez ancien, donc il est plausible qu'il y ait eu une à partir de l'époque carolingienne, peut-être même mérovingienne, mais sans assurance. Donc, est-ce que l'église était ici initialement? Il y a des éléments qui pensent à dire que non. Parce que ça. Alors. Voilà. Parce que quand on regarde la carte initiale, alors j'ai pris le plan de classe napoléonien, j'ai tracé en rouge la limite du relief, enfin, pas falaise, mais la quasiment de falaise à l'époque, et en bleu les cours d'eau, et en vert la zone humide. Et on se rend compte que l'église est très coincée entre les deux. Pour une église ancienne, l'interprétation est curieuse. Il n'y a aucun endroit dans Val de Serre ou même plus loin où on trouve ça. En revanche, juste à côté, voilà, à côté, on a dans ce qu'on appelle le mont Varin, sur la droite, ça s'appelle le mont Martin. Or, la titulature de l'église, c'est Saint-Martin. Et là, on est en altitude. Il y a le relief et l'hydrographie n'est pas à contrainte. Et quand on fait attention, donc à partir du plan de classe napoléonien, on se rend compte que sur la droite, le trait en vert, quand on poursuit, on va vers Intiville, vers le manoir. Et là, le chemin actuel, c'est celui qui est avec des petits traits verts dans le haut. Or, on se rend compte que ce chemin se superpose à un parcellaire préexistant. On voit bien que de chaque côté, c'est la même parcelle à l'origine. Donc le chemin coupe le parcellaire, ça veut dire que le parcellaire est plus ancien que le chemin. Autrement dit, que le chemin est créé plus tard. En revanche, le trait vert continu, il est dans l'axe, il se pose tout droit vers Montmartin, et le point le plus élevé de Montmartin, c'est le triangle, on débouche juste dessus. Donc là, c'est un élément pour dire, il se pourrait que l'église initiale aurait été là. Et d'ailleurs, la route de Mauvarin, le mec c'est taillé à la roche, c'était taillé dedans, on de chaque côté, on passe. Et donc le chemin le plus ancien, il est là, ça c'est quasiment assuré, et vu que c'est Montmartin, je pense que l'église initiale était là. L'origine initiale, c'est pas il y a 3 siècles, hein, à l'époque carolingienne, je dirais. Alors, pour prouver qu'il y a une église là-bas, la seule trace qu'il peut avoir, ce serait des fragments de sarcophages, avec le calcaire de Saint-Denis, et dans la mesure où il y a eu des sarcophages. Mais si on trouvait un morceau de sarcophage cet là, ce serait la preuve absolue. Donc, première chose. Autre élément intéressant, c'est qu'il y avait une ancienne chapelle dans cette secteur-là, la chapelle Saint-Cyr. Alors, on a 2 mentions. Une dans l'inventaire des anciennes archives de la Manche, H de 1749 à Villedieu. Il est question d'une verger et demi de terre, plusieurs masures soyant dedans, que tint anciennement Nicolas Lefebvre à Fernandville, au Hamel du Taux, jouxte à terre qui fut Thomas de Pérou et la commune, la chapelle de Saint-Cyr assise près des dites masures. Donc, on a une chapelle Saint-Cyr quelque part dans ce coin-là. Et deuxième élément, dans le registre notarial de 1667, il y a un acte qui concerne une vente d'un terrain, où il dit un certain canton de terre étant du domaine non fiefé de la dite seigneurie de Fernandville,
au hameau du Taux, aux trembles de Beauval, qui consiste en plusieurs fontaines et rotoirs, rochers, heugues et terres en pâture, du contient de 2 vergers environ, ainsi que ce qu'il en consiste, empare ses jouxtes et buts ci-après, savoir la chapelle étant à présent en ruine, appartenant aux 10 seigneurs, le chemin de la rue Basse allant à la rue Baron. Alors, la rue Basse, pour ceux qui... la rue Basse, c'est la rue qui est ici. Il ne faut pas ma flèche sur l'écran. Très bonne flèche. Sur la gauche, l'axe qui va vers le haut, là. Ça, c'est la rue Basse, ici. Et la rue Baron, c'est en bas. Donc, on a une chapelle Saint-Cyr qui se situe quelque part, pas loin du triangle que j'ai indiqué. Oui, montre-le avec le doigt. Donc, la rue Basse est là, la rue Baron, c'était ici. Et donc, la chapelle Saint-Cyr, elle serait bien dans ce coin-là. Alors, la suggestion, c'est que la chapelle Saint-Cyr serait une trace fossile de l'ancienne église Saint-Martin, qui reprend le même emplacement. Et où est-ce qu'il y avait des zones d'habitation à l'époque du Haut-Moyen-Âge, mais il est probable, comme c'est le village du Taux, Taux c'est un toponyme ancien, il est probable que ce soit au même endroit. Parce que, donc, voilà. Parce que, à l'origine, il est quasiment sûr qu'il y avait 2 entités, il y avait Intéville et Fernandville. Intéville avec la chapelle du manoir, qui était sans doute une proto-église. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de parler de ça avec Julien Guet plusieurs fois. Et on aurait le côté une autre proto-paroisse pour Fernandville, avec deux entités différentes, qui auraient fusionné à une époque déterminée, 11-12e grosso modo. Et on a un document qui prouve qu'on a deux entités différentes. Donc c'est issu du cartulaire de Montebourg, ça date de la fin. Voilà, à la fin du 12e. Vous avez en haut Wilhelmy de Hustinvilla, souligné, donc Guillaume de Hustinville, donc Intéville, et tout en bas, Corbin de Fernandville. On voit bien qu'on a 2 entités différentes dans le même texte. Ce qui tente à prouver, c'était 2 proto-paroisses différentes. Et l'idée, c'est que ces 2 paroisses ont fusionné, et en fusionnant, il n'y avait plus qu'une seule église, et on avait 2 endroits différents pour faire une seule, et elle aurait été faite d'endroits différents. Donc, ici. Et quand, il faut que j'aille là-dessus avec Julien Guet, quand il y a une création d'église, elle est quasiment toujours faite en limite du domaine non fiefé de la seigneurie. Or, ici, on est en limite du domaine non fiefé, en plus en limite du bois de Fernand-Breuil. Donc la position correspond à une création d'une église au 11-12e. C'est hors des grandeurs. Donc, hop là. Alors, concernant cette église, le premier dessin qu'on a, c'est celui-là. C'est issu d'une carte qui date de 1545, qui représente toute la Normandie. Dessus, il y a des églises qui sont dessinées, quasiment toutes. Et au départ, je pensais que c'était des dessins un peu au hasard. Et non, parce que quand on regarde certains bâtiments qui n'ont pas changé depuis le XVIe siècle, ça correspond pile poil. Donc là, on a le dessin de l'église de Fernandville au milieu du XVIe. Et on se rend compte d'une chose tout de suite, c'est que le clocher est sur l'église. Alors, donc ce bâtiment initial, ce qui aujourd'hui a été construit plus tard. Donc à l'origine, le clocher est sur l'église. Avec déjà une chapelle. A priori, une chapelle devant. Oui, une chapelle. Donc, il y a un document dans le régime notarial qui décrit la reconstruction, le cahier des charges pour le maçon, pour la construction de l'église, qu'on trouve dans le douai. Le texte complet qui est là-dedans. Voilà, donc là on a, issu de la carte des ingénieurs géographes, on a la situation de
le Sénat droit en 1780. Le bâtiment, alors, on a l'église au-dessus, ici, avec le cimetière. Là, c'est la grange de dîmes. La dîme, c'est un impôt donc, qui était prélevé par l'église. La grange de dîmes est ici. Et on voit bien toute la zone humide ici. Hein. Et c'est presbytère à côté? Là, c'est l'emplacement presbytère, ici, oui. Ici, oui. Concernant la description d'église, on en a en fait à partir du 18e. Alors, donc, en 1708, vers les visites archipénales, en 1708, il indiquait, nous a été remontré que l'eau entrait aisément dans la nef parce que la terre y est plus basse que celle du cimetière. On voit bien qu'il y a un problème d'humidité, que la zone marcageuse est à côté et ça remonte. C'est pourquoi nous avons ordonné qu'on saura aussitôt que faire se pourra la terre de la nef pour éviter cet inconvénient. En 1714, alors, il indiquait que le code de l'Église nous a paru assez bien et donc aussi fort proprement. Mais la nef nous a paru assez mal propre. Il serait à souhaiter qu'on lui mise au niveau du cœur, ce qui rendrait l'Église bien plus propre. Le sol n'est pas pavé à l'époque parce que 1718, nous avons trouvé le cœur d'église assez propre. Il serait à souhaiter que le reste du pavé fût achevé, ce que le sieur curé nous a fait espérer. Nous avons vu la couverture de la nef en grand désordre. Le sieur curé nous a dit que les paroissiens vont la faire accommoder incessamment afin d'éviter la rigueur de l'hiver. Encore en 1721, la couverture de la nef a besoin de réparation. Nous avons enjoint un trésorier de la faire incessamment, afin d'éviter une plus grande ruine. Donc l'église n'est pas en bon état à cette époque-là. Encore en 1729, la nef pour son entier a besoin d'être pavée, donc c'est toujours pas fait. Ainsi qu'une partie du chœur. Le sieur curé nous a dit que le trésor pour l'entretien du équipement de l'église était si modique qu'il se monte qu'à 11 litres de rente, qu'il fera de son possible pour faire paver le restant du chœur à l'égard de la nef. Il ne peut en répondre sans un secours extraordinaire. 1730, rebelote. La nef ainsi que partie du chœur a besoin d'être repavée. 1732, encore, avons trouvé la nef dans la nécessité d'être pavée ainsi qu'une partie du chœur. Le sieur curé nous a fait espérer que la réparation du chœur sera faite dans le courant de cet été. Donc sans arrêt se reporter, mais c'est jamais fait. 1733, la nef au même état que les années précédentes, non pavée. Le chœur a besoin d'être pavé. 1737, encore, avons trouvé la nef dans le même état que l'année précédente, un grand besoin d'être pavé. 1738, de nouveau. 1739, de nouveau, en disant, donc là, avons trouvé l'église dans le même état que l'année précédente, la nef avait besoin d'être pavée. Le sieur curé nous a promis de s'employer pour cet effet, mais la maladie l'ayant retenu, nous l'exhortons à employer son zèle pour une œuvre si pieuse. Le chœur nous a paru en bon état, à l'exception du pavé qui a besoin d'être relevé à quelques endroits. 1740, encore, avons trouvé la nef en très mauvais état. Sans pavé, les murailles en mauvais état, les côtés du chœur restés au fin d'être réparés, les ouvriers y étant actuellement. Mais en 1754, de nouveau, il est nécessaire de faire paver l'allée de la nef. Alors, en 1764, alors, il semblerait que des travaux aient commencé parce que les couvertures de l'église sont en assez bon état en totalité. L'intérieur de l'église a besoin de réparation. Il conviendrait de faire un ouvrage de peinture, de dorure au contre-table du maître-autel, ainsi que du petit autel qui sont des deux côtés. Le pavé du chœur est en assez bon état, c'est-à-dire que là, enfin, ça a été fait. Mais ça a mis 60 ans avant d'être réalisé. Alors, il serait à souhaiter qu'on fît un ampli dans le milieu de la nef de la dite église et un plafond des deux côtés de la dite église, comme celui qui est commencé dans la chapelle de la Sainte Vierge, de blanchir le lambris du chœur ainsi qu'une muraille de toute l'église. Le sieur curé nous a dit qu'il y a du bois pour les ouvrages, nous enjoignons de le faire au plus tôt afin que de faire un confessionnel pour monsieur le curé, le lieu étant absolument hors de toit pour pouvoir servir.
En conséquence de tous les ouvrages qui sont pressants, pour la décoration de cette église, nous ordonnons qu'il soit fait une assemblée des paroissiens pour délibérer et nommer un ou plusieurs personnes pour faire les ouvrages, de tout suivant les conseils du surcuré et du seigneur de la paroisse. Donc il semblerait qu'au bout de 60 ans, enfin, les travaux aient été faits. Mais c'est une question de moyens. Les moyens financiers ne sont pas là. Oui, mais l'archevêché se promenait beaucoup. Hein. Oui, il fait des visites tous les ans, mais en fait, il manque les travaux, mais il ne s'est pas fait. Ouais. C'est pas Il fait. lui fait donner des sous, il laisse promener. Alors, ensuite, concernant. Et puis, hop, ensuite. Désolé, voilà. Alors, pour moi, la période révolutionnaire. Donc l'église a été vente, il y a des ventes au moment de la terreur. La première vente a été celle de la Grange de Dîmes, donc en face, ici, Grange de Dîmes. Ensuite, toujours là aujourd'hui, non oui, derrière le bâtiment. Oui. Ensuite, L'ancien abattoir. mais c'est la Grange de Dîmes à l'origine. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Ensuite, la deuxième vente, c'était le prêtre d'église du Clos aux Pauvres, qui est ici. Ensuite, il a eu le presbytère et le jardin curial. Et après, le cellier et l'écurie séparés du presbytère. Donc, peu à peu, pendant la Révolution, tous les bâtiments ont été vendus. Donc, après la Révolution, alors, en 1802, il y a un rapport du préfet qui dit que l'église est en bon état. On a vu qu'elle a été régulièrement entretenue et les quelques informations ci-dessus fournies par le curé Vignon parlent essentiellement de pauvreté et non de dégâts bâtiments. L'église n'a pas été vandalisée pendant la Révolution, mais l'état de pauvreté qu'on voyait déjà avant existe toujours. Et en 1807, autre rapport, l'église de Fernandville nous apparaît comme une des plus pauvres, des plus étroites, des plus délabrées des églises du diocèse. Alors cette église va être agrandie dans les années 1830. Alors voilà, ça c'est l'église En 1780. donc 1780, ça correspond à la carte qu'on avait avant, avec il y a les deux petites chapelles sur les côtés. Mais 1780. Là, au moment du début 19e, en 1822, les petites ailes n'existent plus. Et dans les années 1840, d'une part, l'église est agrandie du côté gauche, hein, et donc il y a les ailes qui sont construites qui correspondent à un bâtiment actuel. Donc je refais l'évolution là. Donc là, le bâtiment, donc ça, fin 18e, début 19e, et le bâtiment actuel. Vous voyez bien l'évolution, je refais. Voilà. Alors, ça, donc ça, c'est pour le bâtiment. Maintenant, sur le cimetière. Alors, les premières mentions de l'état de cimetière date de la fin du XVIIe. Alors, 590, avons trouvé le cimetière au même état que l'année passée. Alors, et faisons défense à toute personne de laisser des bêtes sous peine d'être saisies et menées au parc. Et ne seront vendus qu'après avoir payé la somme de 10 soldes d'amende au bénéfice du trésor. Donc, ça veut dire qu'il y avait des animaux qui erraient dans le cimetière. Et que donc ils étaient pris. Et alors, le parc, c'est un parc seigneurial qui était devant le manoir d'Intéville, où les animaux étaient mis là. Des parcs seigneuriaux, il y en a un peu partout. Parfois aussi des parcs royaux, mais ça c'est. C'est une autre histoire.
Et alors, de nouveau, 1702, avant de trouver le cimetière de préparation, effet défense et laisser aller ou mettre aucun bétail ou bercail. Alors, bétail, c'est plutôt les vaches, et bercail, c'est plutôt les moutons. Ça veut dire que ça continue sur une habitude très locale, les animaux traînent dans le cimetière. De nouveau, 1703, même chose, avant de trouver le cimetière autant que la situation du lieu le permet, et fait défense à toute personne de laisser aller aucun bétail ou bercail. Alors, donc, je vais noter la phrase autant que la situation du lieu le peut permettre, parce que le cimetière est exigu, et on va en parler après. Même chose 1705, avant de trouver le cimetière, bonne réparation, autant que la situation du lieu peut permettre. 1707, même chose. 1708, pareil, en disant ils devront charger le custeau de veiller que les bêtes n'y entrent. Alors, on a tous les ans. Alors, encore en 1726, nous avons enjoint au trésorier en charge de faire accommoder le cimetière, c'est-à-dire faire des barrières, afin que les animaux n'entrent point. Et alors, on a une description plus importante en 1759-60. Nous avons trouvé le cimetière très mal conservé et dépouillé par les bestiaux. Nous y avons même trouvé des brebis, et il est ouvert de tous côtés. Nous enjoignons aux paroissiens de prendre des mesures convenables par une délibération annoncée au moins 2 fois au trône d'un messe paroissial. Premièrement, pour le rendre uni et ôter toutes les tombes de terre qui sont dans le cimetière et les aplanir à peine, il peut-on passer pour faire la procession. Il y a des tombes partout et on ne peut même plus passer. Faire la procession qu'avec beaucoup d'incommodité et de le faire clore bien et dûment de façon qu'aucun bestiau ne puisse entrer, de quoi nous l'interdirons à notre propre prochaine visite. Donc, 70 ans après, les animaux rentrent toujours dans un cimetière. Deuxièmement, là il y a un point intéressant qui est un petit peu clou sur la fin. Comme le cimetière est trop petit pour la quantité d'habitants de la dite paroisse, la population augmente, mais il n'y a plus de place, et qu'il y a auprès du cimetière des terrains qui appartiennent à l'église, donc c'est le pré des pauvres auprès de l'église. Voilà, en bas, là, il est marqué église avec les petits traits verts, ça c'est le clou de l'église, ça appartient à l'église. Donc l'idée c'est d'agrandir le cimetière par là, ce qui serait plus tard d'ailleurs. Voilà, donc voilà. Nous leur enjoignons de l'agrandir autant que faire se pourra, afin que les corps qui y reposent ne soient pas déterrés comme il arrive, souvent avant leur consommation. Il n'y a plus de place. On déterre, on déterre les ossements, mais parfois il n'y a pas que des os. Ça veut dire ça. La consommation, c'est bien. C'est ça, oui, il reste des morceaux, quoi. Pas de direct, c'est plus aucun. Et ensuite, d'autant plus qu'en agrandissant le cimetière, on trouvera toute la pierre nécessaire. En agrandissant du côté de la colline. Hein. On l'a du côté gauche. Donc, le cimetière va être agrandi plusieurs fois, sachant que, oui, jusqu'au début du XVIIIe, on enterre parfois les gens dans l'église. Après, c'est autorisé uniquement pour les nobles et pour les curés, et après, c'est terminé. Mais au XVIIe, on enterre encore dans l'église. Malheureusement, on n'a pas de registre paroissial de Flamanville conservé, mais pour d'autres communes où il y a des registres plus anciens, exemple la Balcanville, que je connais bien, il y a des mentions enterrées devant Tête-sa-Chapelle, en enverré de l'endroit, même des gens non nobles, non curés, étaient enterrés dans l'église. Ici, on n'a pas de documents assez anciens. Juste dans les premières années des registres conservés, il y a le seigneur, sa fille ou un curé qui sont enterrés dans l'église, mais c'est bon à la fin. Alors, il y a eu plusieurs agrandissements du cimetière. Là, ce plan qu'on a ici, donc en jaune, avait le cimetière initial, qu'on retrouve sur ce document-là. Non, c'est pas là. Je trouve. Voilà, sur cette carte-là, vous voyez le petit enclos autour de l'église. À côté, juste au-dessus, on a un petit carré rouge, c'était la grande croix du cimetière, qui correspond à peu près maintenant à l'emplacement où il y a le monument aux morts, à peu près.
Il voit bien que le cimetière initial entoure l'église, mais dans des distances très réduites. Voilà, donc dans un premier temps, fin 18e, la zone qui est assurée correspond à la première extension de l'église, du cimetière. Dans un second temps, qui est en rose, c'est deuxième extension. Ce terrain est gagné sur la falaise. En 1800, je vais mettre la fin, vers 1830, on a tout ce qui est en vert, c'est 1834. On a un deuxième gain de terrain sur la falaise, et plus tard, il y a le cimetière actuel, qui est ici, qui va être construit, qui va être pris sur le prix de l'église, ou que pauvre, et au total, maintenant, on a tout l'emprise du cimetière. Donc une bonne partie du cimetière a été gagnée en grattant sur la falaise. Alors l'agrandissement de 1834, celui pour lequel on a le plus de renseignements, c'était l'objet de mon article dans le bulletin municipal du mois de janvier. Donc c'est lié à cette époque encore à une croissance de la population, parce qu'on atteint, on atteint 1830, le maximum de la population flamandilaise, on va être à plus de 2000 habitants. Sachant qu'un siècle avant, on est à 800. Alors donc, le projet du conseil de fabrique de l'église raconte ça avec beaucoup d'éléments. Alors, du dimanche 5 janvier 1834, le conseil général de la fabrique de Fernandville, réuni en séance ordinaire sur la présidence de Jacques Lavieille, où tous les membres étaient présents, après avoir examiné, ont arrêté ceux qui sont. Considérant que le cimetière de cette paroisse ne contient pas une grandeur nécessaire pour faire l'inhumation de toutes personnes qui sont décédées de cette paroisse, et ne pouvant trouver d'autres moyens pour son agrandissement que des places à prendre à la montagne, qui fait partie du cimetière, ainsi il est convenu, d'après et arrêté du conseil, que pour la faculté des inhumations, il sera fait un remblai dans le cimetière, dans les limites et aux endroits qui seront limités de peu de près de 2 pieds de hauteur, et le remblai sera pris à la montagne, attenant au dit cimetière, un endroit qui sera limité, que les personnes se chargeront de cette entreprise se conformeront exactement aux dimensions qui lui seront proposées. C'est bien dire qu'on attaque la falaise et on étale pour agrandir le cimetière. Alors, il y a un cahier des charges qui est établi. Alors, l'article 1 décrit et prévoit faire l'emplacement que l'on propose pour l'agrandissement du cimetière de l'église de Fernandville sera pris dans un terrain attenant au cimetière, du côté du couchant et au nord de l'église. Donc, c'est bien de ce côté-là et de ce côté-là. Et dont le sol étant beaucoup plus élevé que celui du cimetière requiert un déblaiement à partir en face de la grande porte de l'église du côté du nord, en suivant tout le long du cimetière de le même côté et par les devises plantées à cet effet. Et les devises, c'est des marques pour limiter les endroits. Alors, toutes les terres et tufs fins sans aucune pierre seront à transporter par l'entrepreneur dans l'enceinte du cimetière aux endroits qui seront indiqués et aplani de manière à former une régularité proportionnelle, c'est-à-dire bien mettre le terrain de droit. Les pierres qui seront propres à l'exhaussement du mur du côté du levant, d'ailleurs, et du côté de la rivière, c'est-à-dire de ce côté-là et de ce côté-là, ils seront transportés et posés par l'entrepreneur de manière à former un bon et solide mur et présenter une hauteur d'1 mètre à l'intérieur au-dessus des remblais. Toutes les petites pierres ainsi que le tuf qui ne pourra servir au remblaiement seront transportés par l'entrepreneur hors le cimetière aux heures indiquées à une distance ne pouvant excéder plus de 600 mètres. Donc tous les autres gravats ont été envoyés plus loin. L'entrepreneur sera tenu de juger à l'exhaussement de la croix du cimetière, donc la petite croix qui est là, le petit point qui est au-dessus de l'église. Il n'y a pas la carte plus... Non, je... Il n'y a pas. Bon, ok. Voilà. Alors, les travaux doivent être commencés le 20 mars 1834 et être achevés le 1er juillet.
Le paiement se fait en deux parties légales. Le premier, lorsque la moitié des travaux sera opérée, et la deuxième, quand ils seront entièrement terminés et reçus par le maire et le président de la fabrique. Alors, il y a un devis qui est effectué, devis estimatif. Alors, déblaiement 250 francs, transport des pierres dans le cimetière 50, transport des pierres pour le mur 30, façon du mur, c'est-à-dire réalisation du mur 30, transport des petites pierres 30, haussement de la croix et échalier 10, prêt imprévu 5. Alors, il y a une mise en charge qui est faite, mais en fait, on parle d'un prix, on descend, et celui qui accepte le plus bas est pris. Et donc, celui qui a été retenu, c'est un dénommé Jean Lassade, pour 366 francs. C'est-à-dire, il est quand même, par rapport au devis, il est à 39 francs en dessous. Malheureusement, on n'a pas d'informations sur la réalisation pratique des travaux. Et ce qui aurait été utile, ce serait été les archives communales, le registre des déclarations. Malheureusement, en juin 40, tout ça, ça a disparu. Et donc, plus tard, le cimetière sera agrandi. Le cimetière va être agrandi. En bas, voilà, la zone bleue, c'est un terrain qui appartenait déjà à l'église. Donc là, on a vu l'église, pas du clocher. La date, donc c'est 1834 évidemment. Ça, c'est 1834, cet agrandissement c'est 1834. La parcelle verte uniquement, c'est ça hein? Ou la bleue, la parcelle verte ou la bleue? C'est la verte. La verte, c'est la verte. voilà. C'est la verte. Ok. Oui, c'est la verte. Voilà. Ah ouais, clocher. Alors, à propos de clocher, donc, il est écrit dans le Douai, et après par d'autres personnes qui ont copié bêtement sans faire attention, que la raison pour laquelle le clocher n'est pas sur l'église actuelle, c'est des raisons financières. C'est possible, mais il n'y a aucune trace d'une preuve. En 1754, il était question de refaire un clocher. On nous a dit que la tour est endommagée considérablement et qu'une des cloches est cassée et que l'autre est endommagée. Nous envoyons au général de la paroisse, ce n'est pas le général, hein, c'est l'Assemblée générale, hein, de prendre plutôt les mesures nécessaires pour toutes ces réparations. 5 ans après, l'espèce de tour qui est sur la montagne voisine sera incessamment raccommodée, même élevée à un point qu'on ne puisse casser les cloches à coups de pierre, comme elles le sont actuellement. Il serait même plus convenable de bâtir la dite tour au bas de l'église. Et vers 1870, il y a un projet de reconstruction d'un clocher qui n'aboutit pas, faute de moyens financiers. Alors, concernant les mentions anciennes de l'église, donc la première mention donc, de 1278, Ecclésia de Fermanvilla, Patronus Guilhelmus de Blomonte, Rector Percipit Omnia et Tsarka Virgatas Elemozonae. C'est-à-dire l'église de Fermanville, patron Guillaume Beaumont. Patron, c'est celui qui nomme le curé, parce que il y a des endroits où c'est une abbaye qui a droit de nomination à la cure. Ici, comme notre endroit, c'est le seigneur qui le nomme. Et cette renomination vient du fief de Manneville en Coqueville, qui est lié au fief d'Intiville, et pas de Fermanville. Ce qui appuie le fait que, l'idée, c'est qu'à l'origine, il y a deux entités différentes. Donc, rector percipit omnia, c'est-à-dire le curé reçoit toutes les dîmes, et il y a 3 vergers en aumône. Les 3 vergers, ça correspond à 5 vergers. En fait, on a 2,8, c'est vraiment ça. Les 3 vergers, c'est celui-là et celui-là. Donc, ces terrains appartiennent à l'église depuis peut-être maintenant le 19e siècle. Alors, les finances de l'église sont gérées par un trésorier. On peut retrouver les noms des différents trésoriers à partir du milieu du XVIIe.
Parfois, ça peut être le seigneur, comme en 1690, ou un curé, Pierre Poisson, qui est curé dans les années 1680 à 1703, a été trésorier de l'Église pendant bien 15 ans. Et après, il faut rendre des décomptes, les décomptes de leur gestion. Et il y a des fois où ils le font après, il faut la lancer parce que c'est pas fait. Alors, concernant l'ancienne église, un petit point là-dessus, l'ancienne église, on connaît un élément, il y avait une chapelle Sainte-Barbe, qui est citée dans un acte du 1er octobre 1636. C'est le seul élément qu'on ait sur les différentes chapelles qui étaient dans cette église. Une mention aussi intéressante, en 1707, l'architecte qui visite l'église dit « Conformément au statut du diocèse, nous avons fait défense aux cabaretiers de donner à boire et à manger pendant le service divin. » Ça veut dire que pendant la messe, il y en a à côté qui vendaient des choses à manger ou à picoler, enfin, et il y a l'architecte qui dit « on arrête. » Ça, c'est parce que les messes durent trop longtemps. Là, c'est pendant. D'ailleurs, dans les registres architectonales, il est indiqué qu'il y a tant de personnes qui n'ont pas s'exprimer au Pâques. Tous les ans, il y en a entre 3 et 7, 8. Il y a tous les ans, il y en a qui passent à côté. Un allongement de la communion. Pardon ? Un allongement de la communion. Alors, au niveau des recettes de l'Église, bon, là je parle surtout au 18e, pour lesquels on a des sources. On a le tronc, on a les rentes, on a les obis, c'est pour les messes pour les morts, les fosses dans le cimetière, les gens payent. Et également, dans le cimetière, il y a l'herbe de cimetière qui est vendue, il y a aussi des pommiers. Comme dans notre endroit, il y a des pommiers, et on fait des pommes, et c'est vendu au profit de l'Église. Alors la dîme, on a une mention en 1665 qu'on trouve dans le Drouet, les 2 vergers de la cure estimés à 5 livres. Alors les 2 vergers, c'est les deux, c'est ça. Les dîmes produisent 55 boisseaux de froment, 200 d'orge, 150 de seigle mêlé d'orge et d'avoine, 50 boisseaux d'avoine, 30 de pois, 15 de fèves, 10 de sarrasin, valant 682 livres. La dîme de la laine, des agneaux, des pommes et des poires donne 30 livres. Total de revenus, 987 livres, d'où il fallait déduire 302 livres pour le vicaire. Alors, grâce à ça, on sait que c'est des cultures qui sont faites, parce que les dîmes sont faites en fonction de la culture le local. Donc on a les céréales classiques, mais il y a aussi donc tout ce qui concerne la laine, et puis les pommes et les poires. Au niveau des dépenses, outre les taxes, comme la taxe de la débite ou la taxe des cimes, les registres des trésoriers nous indiquent quelques dépenses. Par exemple, 1731, de Bancel, de Lachaud, 1732, des Lattes, 1733, donc il y a eu des travaux sans doute à cette époque-là. Un coffre pour la sacristie, des clous et des chevilles, un processionnaire nouveau, des travaux à la cloche, 1735, lavabo, corde pour la grosse cloche, 1736, accommodé une vitre, 1736. Alors là, il y a des bancs qui ont été refaits, parce qu'on a 3 mentions, 1736, achat d'un orme pour aider à la confection de bancs, bois fourni par le curé pour la construction de bancs, et ensuite confection de bancs. Une corde à une cloche, 1741, la serrure au tronc, 1741, les travail au poutre de la nef, qui est en rapport avec l'état, l'église que je citais tout à l'heure dans les visites archidéaconales. Et en 1784, il y a des réparations des grilles du cimetière. Alors, le cimetière, ça veut dire que le problème des animaux qui rentrent dans le cimetière a été réglé, parce que vu qu'il y a des grilles. Alors ensuite, il va avoir, dans les points, la liste des curés, pour l'établir. Donc ça va être, pour la période plus récente, c'est 1735 jusqu'à 1790, on va avoir le registre paroissiaux. Pour la période plus récente, 19e, bon là les sources ne manquent pas des documents
concernant la Manche, l'annuaire, les actes, tout ça. Donc là, on a les listes sans problème. Et avant, alors, ce qui est utile, ce sont les registres de collation qui indiquent les nominations des curés. À partir de 1487, il y a des lacunes, mais permet de compléter. Alors, voilà un exemple d'acte de collation qui est celui de Pierre Le Camus en 1582. Alors, en troisième ligne, vous avez ligne 3, parochialem de Fernand Villa. Je ne sais pas si vous voyez la ligne 3. C'est du latin. Hein. Alors, le mot est abrégé, mais on voit bien Fernand Villa, le troisième mot. Je ne sais pas si vous voyez bien, Fernand Villa. La ligne en dessous, on a vacantem per mortem, magister Johannes Tolva. Vacantem, c'est-à-dire vacant par la mort de maître Jean Tolva, qui est le curé précédent. Ligne 4. Ligne 5, ultimi curati, dernier curé. Et plus, alors donc, là, alors ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ligne 7, ligne 6, fin ligne 6, est marqué présentationnel, présenté, ligne suivante, nobilis viri Johannes de Pirou, noble homme Jean de Pirou, qui est le seigneur de Fernandville, et c'est lui qui a le droit de nomination à la cure. C'est lui qui propose à l'évêque de nommer, et l'évêque doit suivre. Et donc là, le curé suivant, ça va être Pierre Le Camus. Et bon, celui-là est relativement illisible, mais il y en a d'autres plus anciens qui sont très durs à lire. En plus, tout est en latin. Donc on a ça, et on va prendre des mentions. Il y a une mention d'un curé ancien qu'on trouve dans le notariat de Coutances, curieusement, au 15e. Je trouve aussi une mention de la châtellenie de Bélanville. Et la mention la plus ancienne qu'on ait d'un curé, 112e, un certain Léger de Fernandville, qui est le doyen du Val-de-Serre à l'époque, et qui est cité dans le cartulaire de Montebourg. Donc, grâce à ça, on peut établir la liste. Si certains la veulent, je ne peux pas le copier après, la liste à ce jour, sachant que par rapport à ce qu'il y a dans le Drouet, il y a des choses en plus, et le Drouet a fait une petite erreur à un endroit. Il faut savoir, donc, comme vous le savez, que le seigneur qui a une droit de nomination, il nomme souvent quelqu'un de sa famille. Hein. Jusqu'au début 17e, il nomme quelqu'un de sa famille. Exemple, on a un Mordrac qui est lié à la famille de Fernandville, on a un Faouk, on a un Surin. Ces gens-là ont un lien, soit beau-frère, soit cousin, soit neveu, enfin, ils sont liés et on leur offre la cure de Fernandville. Donc là, au total, j'en ai trouvé 29 jusqu'au dernier qui s'appelle André Lefebvre. Donc ça va du 12e jusqu'au 21e siècle. Donc voilà, j'espère avoir rien de Le curé a été nommé par le Seigneur, mais... Non, il n'est pas nommé, il est proposé à la cure. Comment il était formé? Il y avait des séminaires à l'époque déjà? Ah, je le connais là, ce côté-là, c'est plus Jean-Marc qui saurait bien. C'est beaucoup plus tard, les séminaires. Voilà. Au début, d'ailleurs, quand on regarde dans les registres notariaux, on s'aperçoit que les jeunes prêtres, ils sont dans leur paroisse d'origine, parce qu'ils sont encore nourris par la famille. Et c'est le curé en place qui les forme. Les séminaires, ça n'arrive que beaucoup plus tard. Parce que pour vivre, il fallait être nommé curé. Et là, on avait les avantages de la paroisse. Mais les vicaires avaient presque rien pour vivre. Tu en as parlé succinctement tout à l'heure. Les vicaires, ils n'avaient presque rien pour vivre. Et alors les séminaristes, ils étaient visiblement aux frais de la famille. Et quand ils étaient prêtres depuis 2-3 ans, ils étaient mutés après ailleurs. Donc voilà, je crois pas avoir rien oublié. Vous avez d'autres choses pour faire. Il va plus parler tout précisément des dépenses et des recettes. Évoquer davantage les curés, les différents curés qu'ils étaient, pour la en une heure. Maintenant, s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. La mesure, je peux plus répondre. Hein.
Moi j'ai une question concernant le prêt aux pauvres. Et tu pourrais le remonter. Après, le près de l'église, en fait. Oui, mais oui. Oui, c'est celui-là. Le qui était en bleu là dans le Oui, en arrière. Voilà. Oui, voilà. La recopartie, en fait, il y a la partie qui est en dessous. Oui. En fait, c'est la parcelle 119 et 120. Oui, alors, est-ce qu'on sait la destination de ces parcelles? Herbage, labour, pré... Ah bah, là où c'est du pré, là, ici. Hein. Donc, alors, C'est lui derrière, c'est le cimetière actuel, la parcelle qui est derrière, qui est encore dans le même état. est-ce que ça ne serait pas ce qu'on faisait à l'époque, des lieux d'herbage pour les personnes sans moyens qui mettaient leurs troupeaux dans ces lieux-là et qui, du coup, avaient accès par forfaiture dans le cimetière, et c'est pour ça que ces bêtes sont pris... Je dirais que c'est plausible, mais j'ai pas de preuve. Ça, j'ai rien D'accord, dit. ok. J'ai aucune preuve. Voilà, mais c'était c'est possible. juste... puis même si c'était loué, enfin... C'est possible parce que le pré sur ces 4 livres comme ça, c'est plausible. Donc je me dis, effectivement, les animaux qui sont pris en forfaiture dans le cimetière, ça se trouve, ils viennent de ce pré-là, voilà. C'est plausible. Ce qui explique... Alors, une autre question, est-ce que dans d'autres visites archidéconales, ils font mention de ces bestioles qui rentrent dans les cimetières, ou c'est assez typique? C'est pas allé ailleurs. T'as pas tout? Ok, C'est d'accord. pas allé ailleurs. Ouais. Il faut avoir dans d'autres églises s'il y a une chose, mais j'ai pas regardé. Ok. Il n'y a pas de Canteloup. Ben non, il y avait déjà un parc royal à Canteloup, donc il n'y a pas besoin d'aller les mettre là-bas. Mais oui. Ben, merci. D'autres questions? Demande d'explication, remarque. Serait-il possible d'avoir par écrit la liste de toutes vos sources? Ah oui, je peux, oui. Ouais, parce que c'est un peu compliqué pour... Je peux. Merci beaucoup. Oui. Et donc la liste des curieux, ceux qui là-bas me disent, je vais en faire des copies. Merci Pierre. Non? Merci. Bon. Je voulais vous demander, là, ils ont mis un temps infini pour faire le pavage. Oui. Mais à cette époque-là, il y avait beaucoup d'enterrements dans l'église. Alors, c'était... non, c'était après. Vraiment dans l'église, ça s'arrête dans les années premier tiers du 18e. C'est toléré après, toléré jusqu'en 1700, je sais plus, les années 40 ou 50 pour les prêtres et les seigneurs. Mais l'interdiction, je ne sais plus la date de l'interdiction, mais c'est fin 17e ou 18e où c'est interdit. Alors avant, oui, mais après, il y a plus. Et comme on est près d'un terre humide, il disait que l'eau remonte dans l'église. Oui, bien sûr, ça pose un problème. Ah ouais. Mais non, dans ces périodes-là, les dernières mentions de personnes enterrées dans l'église, dans les registres J'ai une ancêtre sur Canteloup qui a été enterrée dans l'église. À quelle époque? Je n'ai pas la date en tête, mais ça remonte dans les années début 1700, enfin, entre 1700 et 1750. Oui, c'est tout début 18e où c'est interdit. Mais ici, comme le registre plus ancien qu'on conserve, 1735, c'est trop serré. Et elle s'appelle comment cette personne? Comment elle s'appelle cette personne? Marguerite Lenormand. D'accord. Je crois qu'elle était originaire de Canteloup. Elle avait épousé un Chaumont. D'accord, ok. Qui venait de Saint-Pierre-Église. Inconnu du bataillon, ok, très bien. Oui. Non. Je pense qu'on a fait la vidéo avec Jean-Marc. Apparemment, tu as parlé de 3 enfants qui étaient dans l'église des Mêlées. Alors, et donc, ce sont donc 3 gisants. 3 gisants, pardon. Là, moi, je retrouve un petit peu, là, au travers de l'exposé de Thierry, là, des situations un peu similaires pour ma commune des Mêlées, effectivement, où on enterrait dans le cimetière. Et pour d'ailleurs, c'est pas très rajoutant ce que je vais vous expliquer, quand on a refait les bancs, il y a maintenant presque 20 ans, hein, les bancs étaient sur de la terre battue, on a retrouvé des ossements. J'ai un fragment de mâchoire exposé dans une vitrine. Donc effectivement, c'est les mêmes époques que celles citées par Thierry. Alors, en ce qui concerne les gitans que j'évoquais, effectivement, il devait y avoir certainement des enfeux dans l'église des Médées, où effectivement, c'est là qu'est l'originalité. On a habituellement, dans beaucoup d'églises, des
des nobles, des seigneurs, mais là, effectivement, on a un gisant d'enfants. Donc c'est ça, pas- dire par rapport à l'église de Flamanville, on voit que c'est la même. On enterrait les gens, quelle que soit leur Ah oui, condition. oui, oui. Tout à fait. Je ne sais plus quelle époque. Tout à fait. Je me souviens. Jusqu'à 1530. Moi, je dirais début de Louis XV. Ouais, 1830. Mais il y a deux époques. Il y a l'époque où c'était autorisé pour tout le monde, après que les seigneurs et les curés, et après interdit. Mais je sais plus, c'est au tournant des années 1720, 1730, c'est là. Puis après, il faut que ce soit. C'est interdit, il y a une date, mais le temps que ce Ah soit ouais. Mais il y a- respecté. Donc, il y a eu deux étapes en fait. Voilà. En 1762, si je ne me trompe pas de date, j'ai un ancêtre qui est enterré dans l'église de Villedieu-l'Étoile. J'étais trésorier de la fabrique. Ah oui, voilà. Mais voilà, il y avait une fonction. Voilà, c'est différent. C'est différent. Ouais, ouais. Donc voilà. Bah, merci Pierre.